Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, le journal. À la une, encore des migrants retrouvés morts. Cette fois-ci, tenez-vous bien, en République dominicaine. 14 morts, dont 2 Sénégalais identifiés, des Mauritaniens également parmi les victimes. Commune de Bignona, des conseillers soupçonnent une nébuleuse dans la gestion des fonds publics. Ils ont adressé une lettre ouverte au maire. Bakary Diatta, en réaction, déclare que la formulation des interpellations suffit à établir la carence des signataires de la lettre sur la maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales. Déclaration de politique générale du Premier ministre, toujours le suspense. Et Ousmane Sonko semble jouer la montre pour échapper aux députés de cette 14e législature. C'est ce que pensent en tout cas des analystes et autres observateurs de la scène politique. Le président Bassirou Diomaye Faye, lui, opte selon toute vraisemblance pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Le Grand Magal de Touba, le top départ est donné. Premier safar hier, direction le 18e. Le service d'hygiène a lancé des opérations de désinfection et de saupoudrage dans la cité religieuse. Près de 120 agents mobilisés. La grande mosquée, les résidences et les domiciles des marabouts ciblés. Georges Déthié Diop sera avec nous pour le journal international. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, le journal des Jeux Olympiques Paris 2024, ce sera avec Soda Thiam. Abdoulaye Diop est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. Des migrants retrouvés morts à bord d'une embarcation en République dominicaine. Ils sont au nombre de 14, dont 2 Sénégalais identifiés. Selon Horizon Sans Frontières, parmi ces candidats à l'émigration clandestine, certains seraient originaire de la Mauritanie et l'embarcation se serait perdue et échouée dans les Caraïbes. Nafissatou Sila, d'un moment à l'autre, elle revient donc sur ce drame de l'émigration irrégulière. Donc encore des morts, 14 au total. Parmi ces morts, 2 Sénégalais déjà identifiés, des Mauritaniens également parmi les victimes selon l'ONG Horizon Sans Frontières. 2 jeunes Sénégalais déjà identifiés parmi les 14 victimes. L'un est âgé de 33 ans, l'autre 24 ans. Des candidats malchanceux à l'émigration clandestine, destination l'Europe. Mais l'embarcation artisanale a fini son périple dans les Caraïbes. En République dominicaine, à près de 6000 km des côtes sénégalaises. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Ceux qui ont été identifiés, généralement quand on entame un projet d'immigration clandestine, ils ne partent pas avec leur identification. Il se pourrait qu'il y ait d'autres victimes sénégalaises, mais pour le moment, celles dont ont été identifiées. Voilà, on suit l'information de près. Le lieu de départ de la pirogue n'est pas spécifiquement connu, mais tout laisse présager qu'elle avait quitté la Mauritanie. Ça devrait être la Mauritanie, parce qu'il y a aussi des Mauritaniens parmi les victimes. Bon, généralement c'est vers l'Europe. Nous avons l'impression que ils se sont égarés en mer depuis des semaines, voire des mois. Généralement, les gens prennent des bateaux depuis le Sénégal et la Mauritanie pour entrer en Europe et non aller vers la République dominicaine. Donc c'est des gens qui se sont égarés certainement. Nous n'avons pas d'informations précises sur la pirogue. Généralement, si c'est en République dominicaine, les corps sont là-bas. Maintenant, qui va s'arracher, c'est là où il y a un problème parce qu'on nous parle de Mauritaniens et de Sénégalais. Donc voilà, il faut que des décisions soient prises. Maintenant, l'état des corps, ça, je ne saurais vous le dire. Le reste, c'est à l'état du Sénégal de se prononcer sur ce dossier, d'ouvrir une information judiciaire pour nous édifier sur les circonstances de ce drame-là, pour récupérer les corps et soulager les familles. Horizon Sans Frontières donne une énième alerte. Voilà, pour que quand même des mesures soient prises quand même pour stopper cette saignée-là. Je crois que l'urgence est absolue. Il faudra impérativement faire quelque chose quand même pour arrêter. On nous signale quelque part des gens qui sont disparus, des drames par-ci par-là, des gens retenus en otage, d'autres en situation d'esclavagisme. C'est hier que la pirogue a été retrouvée dans cette partie des Caraïbes avec 14 corps inertes à bord et selon Horizon Sans Frontières, qu'au départ, il serait beaucoup plus. Nafissatou Sila, il est 7h, il est midi, puis 5 minutes. La suite du journal Autoroute à péage Mbour, Fatick, Kaolack, le chantier bloqué ce matin par les ouvriers de l'entreprise CRBC. Ils réclament des contrats en bonne et due forme. Ils affirment avoir reçu des contrats pas enregistrés à l'inspection du travail. L'occasion faisant le larron, ils ont listé bien d'autres problèmes liés à leurs conditions de travail. Ernest Diom, leur porte-parole avec Aminata Goudiaby. On avait signé des contrats depuis le mois de mai. Il n'y a aucun de ces travailleurs qui
y a un exemplaire. Les contrats, ils ne sont pas partis à l'inspection du travail. Nous, on veut que les autorités concernées, qu'ils viennent et avec ces gens qui sont ici, qu'on puisse discuter sur cette chose-là. Et on ne peut pas travailler dans ces conditions chaque jour disant qu'on a coupé notre argent, sans autant savoir que l'argent part où. Imaginez-vous, depuis le mois d'avril jusqu'en mai, on a signé ces contrats. Normalement, on devait avoir un retour. Si c'est vrai que les contrats ne sont pas partis, nous appelons les autorités concernées qu'ils viennent, qu'on règle ça coûte que coûte. Autre chose qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas travaillé, c'est que normalement, quand on nous paye nos salaires, nos bulletins de salaire doivent être accompagnés des salaires. Et jusqu'à présent, ils refusent de nous donner des bulletins de salaire quand ils payent les salaires. Ici, quand vous entrez, c'est bien mentionné que interdit d'entrer dans le chantier sans équipement de protection, de sécurité. Imaginez, des gens travaillent même avec des sandales. Imaginez dans une entreprise sérieuse, est-ce que cela, ça doit se produire? Il y en a des gens, on les licencie et on ne leur paye pas le droit de travail. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants originaires de Kaolack expulsés de leur immeuble. Ils sont dans tous leurs états et dénoncent le silence des autorités de la région. Ces étudiants, près de 300, sont dans l'inquiétude, surtout qu'ils sont en pleine préparation de leurs examens. Cheikh Mahignas, le président des étudiants de Kaolack, avec Fatumbo. Nous avons des problèmes depuis des semaines, je peux dire, des problèmes de logement. Il y avait ce qu'on appelle un appartement à notre disposition qui a été pris par la municipalité au nom de Maria Massar, qui était maire de 2014 à 2022. Jusqu'à 2023, le ministre des Finances sortant, Mohamed Moussa Faba de Nioro, avait décidé de prendre un immeuble à la place d'un appartement. Il a payé cash l'immeuble à une hauteur de 32 millions et il a équipé également l'immeuble. Le 5 juillet passé, 2024, le contrat a expiré. Mais on avait entendu des discussions avec le bailleur pour qu'il puisse nous donner ce qu'on appelle un délai très court pour qu'on puisse régler cette situation. Mais du 5 juillet au 31 juillet, il n'y a pas de réaction venant des autorités. Un immeuble qui comptait 8 appartements. Donc presque 300 étudiants kaolackois étaient dans cet immeuble. Hier, le dimanche 4 août 2024, ils ont tous été expulsés à 16h et 17h devant les rues de Dakar. Et on interpelle directement les autorités. Toutes les autorités, je dis bien. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une différence. Il n'y a pas de réponse venant des autorités. Il y a des étudiants qui devraient faire cet examen ce lundi 5 juillet. C'est les étudiants qui sont à la faculté des lettres et sciences humaines. Donc, ils devraient faire leurs examens ce lundi 5 août 2024. Mais dans les étudiants expulsés, j'ai dit presque 300 étudiants, plus de 150 sont des filles. Donc, où vont loger ces filles-là? C'est très déplorable, vraiment. Et nous insistons à ce que les autorités nous viennent en aide. Cheikh Mahignas, le président des étudiants de Kaolack, la mendicité, la présence des enfants dans la rue ou encore l'exploitation des enfants par des adultes dans des zones à risque ou dans les foyers, tout ceci considéré comme pire forme de travail des enfants. Un nouveau plan cadre érigé pour éradiquer le fléau. Le document met en exergue les textes selon la Convention 182, convention ratifiée par le Sénégal, et sous-tend faire le suivi par le rapport à l'application des textes. Pour un meilleur traitement de l'information, des journalistes sont capacités sur cette problématique de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Ramatoulaye Nianfal, la directrice des relations de travail et des organisations professionnelles au ministère du Travail, avec Koumba Sandiane Faye. Sur le plan institutionnel et juridique, comme vous l'avez dit, le Sénégal a beaucoup fait, aussi bien sur le plan institutionnel que juridique. Dans un premier temps, je dirais que la question du travail des enfants est une question transversale qui touche beaucoup de départements ministériels. Nous ne sommes pas les seuls acteurs à agir sur la question du travail des enfants. Il y a le ministère en charge de la famille, le ministère en charge de la justice, le ministère de l'Intérieur. Donc nous, en tant que ministère du Travail, nous gérons le travail des enfants. Donc relativement au cadre institutionnel aussi, au niveau du ministère du Travail, il existe la cellule de coordination de la lutte contre le travail des enfants. Donc relativement à cette cellule aussi, il y a beaucoup de textes qui ont été pris par l'État du Sénégal pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de textes de part et d'autre. Effectivement, il y a des arrêtés qui datent de 2003 qui encadrent le cadre juridique de lutte contre le travail des enfants. En matière d'effectivité aussi, il reste, parce que quand il s'agit de mettre en œuvre, en fait, c'est nous qui initions ces textes-là. Mais la mise en œuvre suppose une synergie d'action entre tous les acteurs. Donc c'est ce qui pose un peu la difficulté relativement à la mise en œuvre de ces textes. Mais il faut dire qu'on a fait beaucoup de pas par rapport à la lutte contre le travail des enfants. Mais en termes d'effectivité, certes, il reste un peu. Raison pour laquelle on a revu le cadre de lutte contre le travail des enfants. Parce qu'avant, on avait le plan cadre de lutte contre le travail des enfants 2013-2016. Ce plan cadre-là, arrivé à échéance, a été évalué. Et actuellement, on a un nouveau plan cadre de lutte contre le travail des enfants de 2024
à 2028. Midi 10 minutes, je vous l'annonçais en titre, gestion de la commune de Bignona. Un collectif de conseillers interpelle le maire sur l'utilisation et la destination de plusieurs ressources allouées à des secteurs comme la santé, l'éducation, les infrastructures, le foncier, entre autres. Une lettre ouverte a été même adressée à Bakary Diatta, l'édile de la ville, et les signataires de la missive veulent également des explications sur la mise à l'écart de certains conseillers de la commission de recouvrement et les raisons du versement de certaines taxes à des adjoints au maire et non au trésor public. Lamine Ba a eu possession de la dite lettre. Les signataires de la lettre d'interpellation au nombre de 8 affirment agir de la sorte par souci de transparence et de redevabilité envers les populations mandataires de la mission de service public. Les interpellations adressées à Bakary Diatta concernent plusieurs secteurs, mais portent principalement sur des demandes d'explications concernant la destination et l'utilisation de plusieurs ressources affectées à des tâches bien concernent plusieurs secteurs, mais portent principalement sur des demandes d'explications concernant la destination et l'utilisation de plusieurs ressources affectées à des tâches bien précises. Ainsi, dans le chapitre consacré à la commission voirie et aménagement du territoire, les conseillers ont demandé au maire des explications sur l'utilisation des fonds alloués au remblayage de certaines routes de la commune. En ce qui concerne la santé, le collectif des conseillers a interrogé le maire Bakary Diatta sur les blocages constatés dans la réalisation de la salle d'hospitalisation de Badiankoto, alors que les fonds ont déjà été alloués à cet effet. Les auteurs de la lettre veulent être édifiés sur l'utilisation d'une enveloppe de 8 millions pour la construction de simples latrines au district sanitaire de Bignona. Sur le plan du fonctionnement de l'institution municipale, les conseillers souhaitent être éclairés sur la mise à l'écart des commissions des activités municipales. Ils interrogent également Bakary Diatta sur sa volonté d'exclure les présidents de commission de la gestion, du contrôle et du suivi du programme établi lors du vote du budget. Le foncier n'est pas en reste dans la lettre interpellative car les conseillers ont demandé des éclaircissements concernant le lotissement de Kadiamor et la situation des quittances non reçues malgré le versement des montants de 50 000 francs CFA auprès du deuxième adjoint au maire. Dans la même veine, les conseillers de Bignona ne comprennent pas pourquoi le versement des 50 000 francs a été effectué à la mairie en lieu et place du trésor public. Enfin, la version de Bakary Diatta est également attendue sur le fonctionnement de la commission de recouvrement des taxes et sur la mise à l'écart de ses membres, censés contrôler le travail des agents. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Pour répondre à ces détracteurs, Bakary Diatta, le maire de Bignona, a organisé une rencontre avec des représentants de la population et selon lui, la formulation des interpellations suffit à établir la carence des auteurs de la lettre sur la maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales. Il y a plus la non-maîtrise de la gestion d'une collectivité qui a poussé des conseillers à poser un certain nombre de questions. Les questions même ont montré une certaine carence d'informations par rapport à la gestion d'une collectivité. Quand les gens exigent à ce que des projets qui sont inscrits dans le budget soient obligatoirement exécutés alors que les ressources ne sont pas là, c'est encore méconnaître la notion de budget. Et à côté de ça, il y a des questions que nous avions déjà évoquées en conseil qui ont été déjà élucidées. Si aujourd'hui je vois ces questions être inscrites dans un courrier qui a été ventilé au niveau des réseaux sociaux, ça m'étonne. Parce que ce sont des questions auxquelles on avait déjà apporté des réponses qui sont là, mais on comprend un peu leur agissement parce que depuis plus de 2 ans, il y a des mécontents qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient à travers des postes, se sont radicalisés pour mener un combat en interne. Les précisions de Bakary Diatta, le maire de Bignona. Le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations qui devait prendre fin cette année, mais sa mission a été prolongée jusqu'en 2026. À Mbour, de 2021 à nos jours, plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets d'adduction d'eau, de construction d'infrastructures ou encore d'électrification de certaines zones dans le cadre du PACASEN. Les communes bénéficiaires se sont réunies à Mbour pour faire une évaluation. Mako Dounia, adjoint au maire de Mbour avec Ndeye Matidien. Vous savez que les budgets de communes, c'est une partie fonctionnement et une partie investissement. Et ce qu'on déplore dans au moins 80 à 90% des communes, c'est que le fonctionnement prend l'essentiel du budget. Nous, on a pu être au-delà des 50%, on avoisine même les 58% donc, de notre budget qui vont vers les investissements. Et c'est cela qui nous a permis, entre autres, de réaliser, avec l'appui du PACASEN bien sûr, la route de Diogoye, Basile
Senghor, c'est la route de Tefes. La route de Médine fait partie également des réalisations. Il y a également une autre route qui va à l'intérieur de Tefes. La tribune que vous voyez en train de prendre forme également des réalisations. Il y a également une autre route qui va à l'intérieur de Tefes. La tribune que vous voyez en train de prendre forme au niveau du stade municipal également, c'est grâce au PACASEN que nous l'avons. Il y a également la réhabilitation du terrain de basket du stade Caroline Faye. Il y a ce bâtiment administratif. Nous sommes en train de finaliser le centre d'état civil, qui est l'ancienne salle des fêtes, et également la salle des fêtes, qui est une nouvelle construction. Mbour est à 87 km d'adduction d'eau pendant ces 2 années-là. Je rappelle que sur les 3,5 milliards que nous avons reçus, en 2024 et en 2023, ce montant se chiffre à près de 2,8 milliards. Déjà, c'est dans ces 2 années que nous avons reçu la plupart de ces financements. Et les projets, ça ne manque pas. Il y a déjà le marché central qui est à bout de souffle, tout le monde le sait. On a prévu de désengorger en créant un marché à Médine. Makodounia, adjoint au maire de Mbour sur les réalisations du PACASEN dans la commune. Kaffrine, la récurrence des coupures d'électricité avec leurs conséquences, les populations sonnent l'alerte dans cette correspondance signée Ndeyawabey. Ces coupures d'électricité qui durent des fois des heures impactent négativement les activités. Sidi Malosso, menuisier métallique établi au quartier Escale. On ne peut même pas travailler normalement avec les coupures de courant. En plus, ça endommage le matériel. C'est vraiment difficile de travailler dans ces conditions à Kaffrine. Babacar Sek, tailleur au centre commercial de Kaffrine, vit la même chose. Dans le désarroi, il invite les autorités à régler ce problème qui ralentit leurs activités. On constate des coupures de 5 minutes et puis ça revient. Et c'est comme ça que ça se passe pendant presque toute la journée. Avec ces coupures fréquentes, je peux dire qu'on ne travaille même pas 3 heures de temps par jour. Et malheureusement, quand il y a des retards de livraison, les clients ne nous comprennent pas. À Djamagun Centre aussi, les habitants vivent le même calvaire. Ils déversent leur colère sur les responsables de la Sénélec. Mais les factures ne diminuent pas. Et ça, c'est pas normal, c'est du vol. Et à partir de là, la responsabilité vraiment doit être pointée sur la Sénélec qui devrait en tout cas revoir sa copie pour essayer de distribuer. C'est pas parce qu'on est en hivernage qu'on ne doit pas avoir du courant. Interpellé, le chef d'agence de la Sénélec de Kaffrine ne souhaite pas se prononcer sur les coupures d'électricité. Dayaoubé, Kaffrine, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La déclaration de politique générale Ousmane Sonko joue, semble-t-il, la montre face à l'Assemblée nationale, histoire d'échapper aux députés de cette 14e législature. Beaucoup d'analystes et autres observateurs de la scène politique sénégalaise le pensent vraiment. C'est que depuis que les conclusions de la commission chargée de mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été déposées sur la table du président de l'institution, rien ne bouge, sinon que Bassirou Diomaye Faye, le président, cherche les voies et moyens de dissoudre tout simplement l'Assemblée. Mohamed Ali Mouba. Tout porte à croire que le Premier ministre ne présentera plus sa dépêche devant cette législature. Et pour cause, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, se démène déjà pour dissoudre l'Assemblée nationale, alors même que le règlement intérieur est en cours de toilettage. Pour Demba Gueye, docteur en analyse du discours, Sonko fuit les députés parce qu'il n'a pas de programme. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sans pour autant avoir des éléments, des arguments économiques, des arguments sociaux pour pouvoir convaincre les députés d'abord et ensuite convaincre les Sénégalais après. Et je pense que l'absence de ce programme est la principale raison pour laquelle le Premier ministre n'est pas encore parti à l'Assemblée nationale. Maintenant, cela peut avoir des conséquences négatives, des conséquences négatives sur la perception de la relation que le Premier ministre entretient avec les institutions de la République. Le juriste El Amathiam ne dit pas autre chose. Selon lui, le Premier ministre et le Président font tout pour ne pas passer devant la majorité actuelle. Je pense qu'il y a cette démarche politique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire cette déclaration devant les députés Bono Bokayakar qui représentent la majorité. Mais cela pose aujourd'hui la crédibilité de
gestion, est-ce que c'est l'exécutif qui doit choisir ses députés ou ce sont les députés qui doivent choisir le timing que le Premier ministre doit venir pour faire sa déclaration de politique générale. Sonko qui pourrait encore une fois de plus glisser entre les mains des députés pour Demba Gueye, c'est l'ultime défiance aux institutions de la République. Maintenant, il faudra faire beaucoup attention concernant la question du non-respect des institutions de la République. On doit respecter les institutions de la République parce que ce sont ces institutions qui nous permettent d'être encore debout, qui permettent au pays de rester debout, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les difficultés. On peut défier un adversaire politique, on peut défier un adversaire politique sur le terrain politique, mais on ne peut pas défier les institutions de la République. Ça, notre vivre ensemble repose fondamentalement sur le respect des institutions. Les conclusions de la commission ad hoc mise en place pour mettre à jour le règlement intérieur, ces conclusions donc ont été déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a envoyé la proposition de loi au chef de l'État pour avis. Le président avait 8 jours pour répondre. Le délai imparti est dépassé. Pour le moment, aucune réponse. Mohamed Ali Mouba, et puis cette information que je découvre en même temps que vous à Kaffrine, un agent de maintenance de la Sénélec mort par électrocution ce matin. Il effectuait donc des travaux à Kerlaï dans la commune de Missira. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue du centre de santé de Koungheul. Information de notre correspondante dans la zone Ndei Awabei. Midi 21 minutes, le Grand Magal de Touba. Le top départ a été donné hier avec le premier safar direction le 18e. Le Magal du 18 safar, donc vous le savez, qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Mobilisation à Massalikul Jinan. Les talibés mourides ne veulent rien laisser au hasard. Reportage Idrissa El Walid Sow. Ici, à la grande mosquée de Massalikul Jinan, on ressent déjà la ferveur du Grand Magal pour ce premier jour de Safar. Les talibés donnent la couleur. Devant le portail, ce sont les récitals de Khassaïd qui résonnent à l'intérieur. Taïba Ndiaye est un jëwriñ à Massalikul Jinan. waaw xanaa di ko waaj ni ñu ko daan waajee rek mooy ginnaaw sëriñ bi moom moo ne woon bu bis bi dellu seetee koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma santale suñu borom subhanahu wa taala kon bu weer wi teroo dañ koy waaj rek waaye ci waajin bu am solo woo xam ne dañ koy waajale ci jàng alquranu karim jàng xasida waaye it julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ay sikar waaye waxtaanee mbindum Seexul Xadiim yi lu ci mel ne téere bi di riwaawu Minanu Baaxil Xadiim. Ce fervent talibé est venu de Thiès uniquement pour assister à ce premier jour de Safar. Oui, je suis de Thiès. Quand je descends avant 17h, je passe à Massalikul Jinan faire la prière de 17h. On attend que le ndigal du Khalif, et le Khalif a donné le ndigal hier. La lune s'est apparue à Touba. Aujourd'hui, c'est le premier Safar, donc pratiquement on est sur les préparatifs du Magal de Touba. Quand on dit premier Safar, c'est parce que c'est le premier jour linéaire du mois de Safar. Donc au 18e Safar, ça sera le Magal. À quelques mètres de Massalikul Jinan, nous sommes au marché HLM. On trouve ici un grand daïra qui démarre son Safar. Ibradia est le président. On va faire café Touba quoi. On va en train de faire pour café Touba. Pour la distribuer, les talibés de Cheikh Bamba et musulmans, pour tous les dans la rue Cheikh Marcella, on vous passe, je te donne Touba Café pour le Dieuf de Cheikh Bamba, 18 Safar. C'est donc parti pour 18 jours de chant pour les talibés mourides et ce jusqu'au 18 Safar qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, qui sera célébré pour cette année le vendredi 23 août. Le premier Safar également à Kaolack au quartier Petche Bakr Serigne Touba. Khassaïd, récital du Coran au menu Fatumbo. Des khassidas résonnent à la place publique de Kër Serigne Bassirou Di Penchba en cette journée du mardi qui marque le début du Safar. Ici, certains talibés sont dans la mise en place des bâches tandis que d'autres préparent les repas pour le fameux Bernde. Au-delà du Bernde, le 18 Safar est également un moment de récital de Coran pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, rappelle Baye Serigne Diop, l'imam de la grande mosquée de Touba Kaolaka. Cheikh Ahmadou Bamba rappelle Baye Serigne Diop, l'imam de la grande mosquée de Touba Kaolaka. Depuis hier soir, les talibés ont commencé le récital du Saint-Coran, des Khassaïd, entre autres comme le voulait le vénéré Cheikh. Et ce serait ainsi durant tout le Safar. Des moments que la famille Fall perpétue chaque année par des prières. Elle appelle les talibés à œuvrer dans la droiture comme le vénéré Cheikh. Nous l'avons toujours célébré afin de beaucoup prier. L'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba était la droiture. Donc,
un fervent talibé doit œuvrer en ce sens. Le bon comportement des transporteurs, l'assainissement, entre autres au cœur du safar, l'imam interpelle les autorités. Les autorités doivent nous aider sur les problèmes de l'électricité, de l'eau et surtout l'assainissement en cette période de safar, mais aussi parler avec les transporteurs routiers afin de soulager les talibés. La communauté mouride de Kaolack commémore le 18 safar le départ en exil du cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, communément appelé Magalu Touba, une occasion pour les talibés de prier pour un Sénégal de paix. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Opération de désinfection et de saupoudrage à grande échelle. Le service d'hygiène déjà à pied d'œuvre dans la ville sainte en vue du Magal. Près de 120 agents mobilisés parmi les lieux ciblés de la grande mosquée, les résidences et les domiciles des marabouts. Vous entendrez dans le journal de 13h le capitaine El Hadjignas, chef du service régional d'hygiène de Diourbel. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Burkina Faso d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré qui dit avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Le stade des rumeurs dépassé, il pointe du doigt des officiers et des soldats qui étaient en parfaite intelligence avec des terroristes. Certains d'entre eux seront aux arrêts. Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprimait hier lors de la traditionnelle montée du drapeau national. Le capitaine Ibrahim Traoré devant le personnel de la présidence du Faso. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre... En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donner les informations nécessaires pour mener des attaques. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister, mais nous nous battrons contre cela. Ibrahim Traoré, donc le capitaine président du Faso. Après le Mali, Georges, le Niger rompt à son tour ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Rupture avec effet immédiat. La décision du Mali faisait suite à la lourde défaite infligée fin juillet à son armée et aux paramilitaires russes de Wagner à Tinzaouaten, à la frontière avec l'Algérie. Bamako accuse Kiev d'avoir soutenu des groupes terroristes lors de cette bataille. Le Niger a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine en solidarité avec le gouvernement et le peuple malien. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui le 64e anniversaire marquant son accession à l'indépendance. Festivités sur l'autoroute Grand Bassam, défilé militaire de l'armée de terre, mais aussi parade motorisée et aérienne, ainsi qu'une démonstration de saut en parade. En Tunisie, une candidate potentielle à la présidentielle condamnée à une peine de prison ferme. 2 ans de prison. L'avocate Abir Moussa, chef du parti de droite d'Estourian Libre, a été reconnu coupable d'avoir enfreint un décret controversé contre les fausses nouvelles qui interdit la diffusion d'informations qui calomnient ou nuisent à autrui. C'est à la suite d'une plainte déposée par l'autorité électorale. Abir Moussa a été arrêté en octobre après avoir critiqué le processus électoral et les décrets présidentiels qui le régissent, alléguant un manque de transparence. L'avocate a confié hier à Associated Press qu'elle avait toujours l'intention de se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain.
Hors du continent, la Turquie dépose aujourd'hui une requête auprès d'un tribunal des Nations Unies pour se joindre au procès pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël. Une déclaration d'un responsable turc à AP sous le couvert de l'anonymat. La déclaration d'intervention sera soumise à la Cour internationale de justice de La Haye. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière, accusant Israël de violer la Convention sur le génocide par ses opérations militaires à Gaza. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop. RFM Sport. Le sport, c'est avec Malal Diagne Junior. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Fin de parcours pour le titulaire de la licence D en Ligue Pro. Ils ne seront plus sur les bancs des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. La décision a été prise par la direction technique nationale. Une décision qu'approuve le directeur technique régional et formateur au niveau national, Louquet, de son sobriquet, qui estime que chaque entraîneur doit exercer au niveau de sa catégorie pour une meilleure harmonisation de l'enseignement, mais également pour un développement harmonieux du football local. Louquet, que nous écoutons. Chaque diplôme te permet d'être, par exemple, enseignant dans un cycle bien déterminé. C'est fonction du diplôme que tu détiens qui te permet de dire que moi, je dois pouvoir évoluer dans cette catégorie. C'est la même chose au niveau des licences. Au niveau de la CAF, la licence, je ne dis pas même la licence D, mais je dis plutôt la licence C, qui est la licence qui suit après la licence D, ne te permet d'intervenir au niveau des jeunes de 6 à 15 ans. Si la licence C, donc, te demande d'arrêter à 15 ans, cela veut dire que la licence D va en dessous de 15 ans. Et la licence D devrait normalement pratiquer au niveau des jeunes de 6 à 12 ans. C'est la raison pour laquelle on dit qu'effectivement, ces derniers ne faut pas être titulaires au sein d'une équipe. Par contre, par exemple, à partir de la licence B, voire la licence A, on peut prétendre effectivement entraîner une équipe senior. Est-ce que cela peut impacter positivement sur le niveau du championnat national? Inévitablement, dans la mesure où ce sont les entraîneurs qui doivent pouvoir prétendre à ces catégories qui sont là-bas. Le problème, c'est un problème de niveau pour pouvoir prendre en charge effectivement les équipes seniors. Donc si on exige à ce qu'il y ait des gens diplômés à ce niveau, mais cela ne pourra que améliorer positivement le championnat local. Et puis nous parlons des phases nationales qui doivent se tenir à Diourbel. Là-bas, tout est prêt. Diourbel veut réussir le défi de l'organisation. Première étape pour les dirigeants de l'ORCAV de Diourbel qui veulent réussir le défi de l'organisation. Ensuite, remporter la compétition pour réaliser le doublé de l'organisation et de la compétition. Cherdien, qui était ce matin en visite sur les différents stades qui vont accueillir la compétition, nous a parlé de comment l'ORCAV de Diourbel compte s'organiser pour réussir ces phases nationales prévues du 31 août au 14 septembre prochain. Cherdien, que nous l'écoutons. Que nous le préparons avec sérénité d'abord et avec détermination. Parce que toute la région de Diourbel est engagée à relever un défi. C'est le défi de l'organisation, mais aussi le défi de la participation. Nous nous sommes fixés comme objectif d'abord de remporter le trophée et ensuite de créer les conditions idoines pour une bonne, par exemple, organisation des activités au niveau de la région de Diourbel. Et nous sommes conscients de ça. Je crois que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Ce matin, on a fait une visite de site au niveau du stade de Bambey, les infrastructures d'accueil et les réceptifs. Et on va incessamment embarquer à Diourbel pour faire la même chose. On peut dire que nous sommes véritablement rassurés quant à l'issue heureuse, par exemple, de ces manifestations qui vont se dérouler dans la région de Diourbel dans la période du 31 août au 14 septembre. Football, demi-finale du tournoi du championnat régional de Saint-Louis cet après-midi. On joue les demi-finales à 16h. FC Sort Nord défie l'équipe de Foyer Richard Toll. À 18h, Gandiol joue contre l'équipe de NAF. Pour finir, Barthélémy lutte avec frappe. Suite donc à sa sortie sur les membres du CNG, les traitants de voleurs, Balla Gaye numéro 2 a été convoqué ce matin par le CNG pour y être entendu. La question que se pose le monde de la lutte est de savoir est-ce que Balla Gaye numéro 2 ira ou pas répondre à cette convocation du comité national de gestion. Affaire à suivre. Affaire à suivre, wait and see. Malal Diagne Junior, merci. La presse de ce mercredi, lecture commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour.
À la une, va-t-on vers la fin du pluralisme médiatique au Sénégal? Pression fiscale, confiscation de l'aide à la presse, mise en demeure, fermeture d'entreprises de presse, assistant dans le silence complot à la mort programmée de la presse privée sénégalaise. La coordination des associations de presse ne fait pas dans la langue de bois. Elle soutient dans Sud Quotidien, je cite, une volonté manifeste et assumée de détruire les médias privés de notre pays. Les nouvelles autorités, depuis qu'elles sont à la tête de ce pays, pose chaque jour des jalons hostiles allant dans le sens de faire le vide autour d'elle. Le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, interpelle l'État du Sénégal sur la situation délétère. Dans l'AS, Bamba parle d'un secteur médiatique en danger. Enquête ouvre le débat aux acteurs. Mamadou Dior du Corée estime qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, des bases transparentes. Alassane Samba Diop, directeur d'Immédiat, affirme la mort dans l'âme. Nous regardons la mise à mort de la presse sénégalaise sans même réagir. Tribune lui pense que c'est partout les problèmes. Transporteurs, taximans, BTP, promoteurs immobiliers, ambulants. À Yakartaman, c'est le fonds social qui est en ébullition. Diomaye et Sonko ne font rien pour secourir les populations. La perte d'emploi dans tous les secteurs. Le journal note qu'en fait, que ce sont certaines mesures prises par les nouvelles autorités qui ont créé cette situation. La morosité économique, l'augmentation du chômage. Protocole du Cap Manuel, Mariam Faye, Anna Yamanka, l'épouse d'Ousmane Sonko, Abbas Fall, un de ses lieutenants, Ousmane Yara, le Malien, homme d'affaires, un rat de palais. Les acteurs clés dans sa livraison de la semaine, Jeune Afrique ouvre une autre page de ses accords secrets entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Bosby le jour raconte toute l'histoire. La déclaration de politique générale si près, si loin, Ousmane Sonko dans le dilatoire. Le leader de PASTEF n'a pas envie de passer devant l'Assemblée nationale. Une dissolution annoncée, le président prend son temps, le prétexte de l'agenda surbooké du Premier ministre et la position du PASTEF et ses alliés. La coïncidence aussi avec la finalisation du projet. Abdombo, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, avertit en tout cas, en cas de dissolution, le parrainage posera problème. Dans le journal Le Quotidien, Abdombo a adressé donc 5 questions écrites au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, sur des allégations de favoritisme et de surfacturation dans la gestion de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le député veut des réponses claires de la part du ministre. Titre du journal L'Info, Abdombo secoue le gouvernement. Dans le journal Busby, Amadouli Dakili tire sur le contrat Sénélec Waé, des charges électriques pour lui. Il s'agit là d'une décharge électrique. Le journal Busby le jour parle de décharge électrique. Le patron d'Akili s'en prend à Bitey, l'ancien directeur général de Sénélec. Il s'en prend aussi à Samuel Sarr et à ses associés dans West African Energy. Ce contrat d'une durée de 25 ans a été signé sans appel d'offres selon lui. L'actuel déchet de la Sénélec, Pape Toby Gaye, fait partie de ce système selon toujours Amadouli Dakili. Voilà à tous. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Go, mise en nom d'Abdoulaye Diop. Retour de l'info à 13h, un journal en Wolof avec Fama Dione. Bonne suite de programme. Retrouvez à l'instant même Soda Thiam pour le journal des Jeux Olympiques. Bonjour Soda. Bonjour Barthélémy Go. À vous l'antenne. Merci. Merci à Barthélémy Ngom. Bonjour et bienvenue à ce 13e numéro du Journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Abdoulaye Diop est à la technique. Ça ne démarre pas bien chez les Sénégalais ce mercredi. Bokar Diop a été éliminé dès son premier combat pour le taekwondo. Le vice-champion d'Afrique des moins de 58 kg a été battu en 2 rounds. Un autre Sénégalais sera en lice cet après-midi. Il s'agit de Louis-François Mendy pour le compte des demi-finales du 110 mètres et Cheikh Tidiane Diagne nous en dit un peu plus. Parce que je sais très bien que je pouvais le faire depuis longtemps pour peut-être
Souvent le niveau. Exactement. Et là, exactement, parce que là. Il est la principale chance de médaille du Sénégal. À présent, il en devient la dernière chance de médaille. Lui, François Mendy, champion d'Afrique en titre du 400 mètres et seul athlète sénégalais encore en lice, dispute la finale ce jeudi. El Hadj Amadou Diaba, seul médaillé olympique devenu son mentor, prédisait un bel avenir. À lui, François Mendy. Maintenant, on s'arrête au stade où on peut dire que bon, si on rentre en finale, tout peut arriver. Donc il se concentre sur ça. Et si on avait vraiment... On s'arrête au stade où on peut dire que bon, si on rentre en finale, tout peut arriver. Donc il se concentre sur ça. Et si on avait vraiment fait le circuit, il y a 2 ans, ce qu'il avait demandé, ça nous aurait permis de faire des statistiques et des évaluations annuellement. Mais espérons que ça le démotive pas, parce que c'est vraiment un bagarreur. Les autres athlètes, c'est des bagarreurs. Je leur dis toujours, vous faites de l'athlétisme pour vous, allez-y. Et je pense qu'une médaille olympique, si on l'a au Sénégal, ce que ça fait pour le pays. Lui, François Mendy, pensionnaire du Centre de développement africain de l'athlétisme basé à Dakar, va essayer de rééditer ses performances en qualification pour entrer dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais. Pour rappel, lors des demi-finales, il avait fait un chrono de 13:38. Cheikh Tidiane Diagne, hier, Cheikh Tidiane Diouf a été éliminé lors des demi-finales du 400 mètres hommes, mais le sprinter sénégalais a réussi à battre le record sénégalais vieux de 56 ans. Un objectif atteint pour Cheikh Tidiane Diouf. Il est au micro de l'envoyé spécial du groupe Futur Média, Idrissa Sani. Parce que je sais très bien que je pouvais le faire depuis longtemps pour être bon. Souvent le niveau. Exactement. Et là, exactement, parce que là, les demi-finales, il y avait trop de niveaux. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai arrivé à ce niveau. Vraiment. Diaba, au-delà des messages, il ne vous donnait pas de tactique, de conseils, comment faire la course, comment la gagner? Bon, là, non, parce qu'il ne me donne pas de conseils, des techniques de course, non. Mais aujourd'hui, vraiment, je remercie mon coach aussi, qui m'a dit de partir trop vite au niveau du premier virage, et je l'ai fait et j'ai vu les résultats. Vraiment, ça pour lui. En tout cas, tout moi, sa course depuis hier, avant-hier, sa course, en tout cas, je me dis que là, je vais battre le record du Sénégal. Et les séries, je ne l'ai pas fait parce que, bon, c'était la première course, raison pour laquelle les repêchages, je me suis dit que là, je vais aller très vite. Il a manqué 3 tiers. Et aujourd'hui, je me suis dit que voilà, je vais augmenter le départ pour que je puisse arriver à ce niveau. Parce que je sais que je suis très fort aux dernières lignes droites. Voilà. Bon, la course, c'était pas facile parce que je peux dire que j'avais le plus mauvais temps parce que j'étais en 45 et tous les restes qui est à 44. Donc, raison pour laquelle c'était un peu difficile pour moi pour être parmi les 2 premiers pour qualifier en finale. Je suis content parce que j'ai battu le record. Mais ça reste juste d'accompagnement pour qu'on puisse arriver en finale et pourquoi pas avoir une médaille. Cheikh Tidiane Diouf, celui qui détenait le record du Sénégal qui était de 45,01 depuis les JO Mexique 1968, Amadou Gakou se réjouit de voir son record battu. Je vous propose de l'écouter. J'ai imploré à Dieu avant les demi-finales. Le résultat a été probant et que vraiment Dieu est le miséricorde qui a permis à ce garçon de battre ce record datant de 56 ans. Et je suis tellement fier de lui. Avant cette demi-finale-là, je l'avais dit, j'avais prédit qu'il sera battu le record. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Vraiment, je suis content, je suis vraiment fier de lui et fier des Sénégalais qui l'ont supporté. En particulier, moi j'étais son premier supporter. J'ai prodigué des conseils à son entraîneur et à lui-même. Je crois que je suis vraiment satisfait de cette performance. Dieu seul par mes gardes que l'État sénégalais puisse l'aider à faire. Parce que pour préparer les Jeux olympiques, il faut 4 ans de préparation pour pouvoir faire quelque chose aux Jeux olympiques. Je crois que ce sera bien entendu avec nos personnalités pour qu'il y ait de bourses pour les meilleurs athlètes du Sénégal et pour relancer l'athlétisme sénégalais. En faisant quoi? En faisant des bourses amplifiées à tout le monde
qui sont vraiment en mesure de faire quelque chose dans la vie. Amadou Gako, venons à présent au sport collectif que nous démarrons avec les quarts de finale chez les messieurs en handball. L'Espagne a éliminé malheureusement l'Égypte 29-28. L'Allemagne-France, c'est en cours actuellement et retenez que c'est la France qui est devant. Un match très serré quand même, 25-24. Tout à l'heure, Danemark fera face à la Suède, Norvège, Slovénie. On connaît les affiches pour les demi-finales concernant les dames qui va se jouer demain. On aura Suède, France, Norvège, Danemark. Et pour le basketball également, on joue les quarts de finale chez les dames aujourd'hui. Serbie a perdu face à l'Australie qui l'a éliminé après l'avoir battu donc par 85-67. Espagne fera face à la Belgique, Allemagne, France et le Nigeria qui va retrouver les États-Unis. Chez les hommes, on connaît les affiches pour les demi-finales qui vont se jouer demain jeudi. Allemagne, France, Serbie, États-Unis. Les autres actualités concernant toujours ces Jeux Olympiques Paris 2024, c'est avec Nafissa Toufsilla. Membre de l'équipe des réfugiés des Jeux Olympiques de Paris 2024, Hadi Tiranvalipour, qui a fui l'Iran, s'est incliné contre le Palestinien Omar Yasser Ismail, à qui il a rendu hommage à la fin de leur combat en taekwondo ce mercredi. Il a déclaré « Nous sommes des frères, je suis fier de lui parce que je sais qu'il est dans une situation difficile ». Un athlète australien qui participe au JO 2024 dans l'équipe de hockey sur gazon a été interpellé et placé en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne. Il s'appelle Thomas Craig, il est âgé de 28 ans. Sur le plan sécuritaire, justement, une soixantaine de policiers venus d'Allemagne, du Portugal ou encore d'Espagne patrouillent les rues de Lyon pendant ces Jeux Olympiques afin d'aider à maintenir la tranquillité publique. C'est l'image de la journée d'hier. Un athlète qatari du saut en hauteur soutenu par un de ses challengers, Motaz Barshim, co-champion olympique, s'est écroulé dans sa course en se tenant le mollet. Malgré cette alerte, quelques minutes plus tard, il parvient à franchir la barre. Au tableau des médailles, les États-Unis sont en tête avec 24 en or, suivi de la Chine 22 médailles. La France arrive 4e avec 13 médailles en or. C'est cet élément de Nafissatou Silla qui met un terme à ce 13e numéro du journal des JO. Merci également à Cheikh Tidjane Diagne et l'envoyé spécial du groupe Futur Média Idrissa Sané, à la technique Aliouba Abdoulaye Diop. Sodatia mettait à la présentation. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.